Et si je te disais que la France ne s'est pas toujours effondrée à cause de ses ennemis, mais à cause de ses propres généraux, des décisions prises dans le secret, des erreurs maquillées en stratégie et des millions de vies sacrifiées. Aujourd'hui, tu vas découvrir les pires décisions militaires françaises, celles qui ont tout détruit. Après la Première Guerre mondiale, la France est traumatisée. Des millions de soldats sont morts. Des villes entières ont été détruites. Le pays ne veut plus jamais revivre ça. Alors, les dirigeants prennent une décision qui semble logique, une décision qui paraît intelligente. Construire un mur gigantesque, un mur censé protéger la nation pour toujours. C'est ainsi que naît la ligne Maginot. Des kilomètres de bunkers, des tunnels souterrains, des canons dissimulés, des soldats vivant sous terre, un véritable labyrinthe de béton et d'acier. La France dépense des milliards, des années de travail, des milliers d'ingénieurs et d'ouvriers. Tout le pays y croit. Les généraux sont confiants, trop confiants. Ils répètent sans cesse, personne ne pourra passer. C'est la forteresse parfaite. Nous sommes invincibles. Mais ils oublient une chose essentielle. La guerre ne respecte jamais les plans. Pendant que la France construit ses murs, l'Allemagne observe, elle analyse, elle apprend. Les stratèges allemands comprennent vite le problème. La ligne Maginot est puissante, mais elle n'est pas complète. Elle ne couvre pas totalement la Belgique. Elle ne protège pas toutes les frontières et surtout, elle est immobile. En 1940, Hitler lance son attaque. Les Français s'attendent à une offensive directe. Ils sont prêts. Ils attendent. Mais l'ennemi ne vient pas. Il contourne. Les troupes allemandes passent par la Belgique, puis par les Ardennes. Une région considérée comme impraticable. Une erreur fatale. Les blindés avancent rapidement. L'aviation bombarde. Les communications françaises s'effondrent. La ligne Maginot est intacte, mais inutile. Les soldats enfermés dans les bunkers regardent la guerre leur échapper. Ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas aider. Ils sont piégés dans leur propre système. Pendant ce temps, Paris tombe. Les routes sont pleines de réfugiés. Le gouvernement fuit. L'armée est désorganisée. En 6 semaines, la France est vaincue. 6 semaines. Une des armées les plus puissantes du monde s'effondre. Et la ligne Maginot, elle n'a presque jamais servi. Tout cet argent, tout ce béton, tout cet espoir, pour rien. Le vrai problème n'était pas la technologie, ce n'était pas le manque de moyens, c'était la mentalité. Les dirigeants ont cru qu'un mur pouvait remplacer l'intelligence, qu'une forteresse pouvait remplacer l'adaptation. Ils ont préparé la guerre d'hier, pas celle de demain, et cette erreur a coûté un pays. En 1953, la France refuse d'accepter la fin de son empire en Indochine. Après des années de guerre, elle veut encore croire à la victoire. Elle veut prouver qu'elle contrôle toujours la situation. Les dirigeants militaires élaborent alors un plan qu'ils considèrent comme brillant, un plan censé briser définitivement l'ennemi. Ils choisissent une vallée isolée, perdue au milieu des montagnes, un endroit difficile d'accès, un endroit qu'ils pensent imprenable. Ce lieu s'appelle Dien Bien Phu. L'idée est simple, installer une grande base militaire, attirer le Viet Minh dans un combat frontal et l'écraser grâce à la supériorité aérienne. Des pistes d'atterrissage sont construites, des bunkers sont installés, des milliers de soldats sont envoyés sur place. Tout repose sur un seul élément, l'aviation. Sans avion, sans ravitaillement, la base ne peut pas survivre. Mais les généraux sont confiants, trop confiants. Ils pensent que l'ennemi est faible, mal équipé, mal organisé. Ils se trompent. Pendant que les Français fortifient la vallée, le Viet Minh prépare sa revanche, en silence, dans l'ombre, avec une détermination absolue. Des milliers de combattants transportent des canons à la main, à travers la jungle, à travers les montagnes, sous la pluie, dans la boue. Un exploit que les Français jugent impossible. Mais ces canons arrivent. Ils sont installés sur les collines tout autour de la vallée. Ils dominent désormais la base. Dien Bien Phu est encerclé. En mars 1954, l'enfer commence. Les bombardements sont constants, jour et nuit, sans répit. Les pistes d'atterrissage sont détruites. Les avions ne peuvent plus atterrir. Le ravitaillement devient presque impossible. Les soldats manquent de nourriture, de médicaments, de munitions. Les blessés s'accumulent. Les hôpitaux de fortune débordent. La fatigue devient insupportable. La pluie transforme les tranchées en marécages. La boue engloutit les hommes. La maladie se propage. Et pourtant, les ordres sont clairs. Tenir, résister, ne jamais reculer. Mais chaque jour, la situation empire.
Le Viet Minh avance lentement, tranchée après tranchée, position après position. Les Français reculent, ils perdent du terrain, ils perdent espoir. Certains forts tombent les uns après les autres. Isabelle, Béatrice, Gabrielle, chaque chute est un choc. À Paris, les dirigeants hésitent. Ils tardent à réagir. Ils espèrent encore un miracle, il ne viendra pas. En mai 1954, la base est à bout de force. Les soldats sont épuisés, affamés, démoralisés. Le 7 mai, Dien Bien Phu capitule. Après 56 jours de siège, des milliers de prisonniers sont faits. Beaucoup ne reviendront jamais. Cette défaite marque la fin de la présence française en Indochine. Un empire s'effondre. Tout cela à cause d'une erreur fatale. Croire qu'une vallée pouvait devenir une forteresse. Croire que la technologie pouvait remplacer la réalité du terrain. Croire que l'ennemi était inférieur. Dien Bien Phu prouve une chose essentielle. Dans la guerre, l'arrogance est souvent plus dangereuse que les balles. En 1870, la France se croit encore invincible. Depuis des décennies, elle se voit comme la première puissance militaire d'Europe. Son armée est célèbre, ses généraux sont respectés. Son empereur, Napoléon III, est convaincu de sa supériorité. Quand la guerre contre la Prusse éclate, personne à Paris ne doute du résultat. La victoire semble évidente. Mais derrière cette confiance se cache une grave faiblesse. L'armée française est mal préparée, mal organisée, mal coordonnée. Les plans sont flous, les communications sont lentes, les commandements sont confus. Pendant ce temps, la Prusse se modernise. Elle possède une armée disciplinée, des chemins de fer efficaces, une organisation parfaite, une stratégie claire. Deux visions de la guerre s'affrontent, l'une regarde vers le passé, l'autre vers l'avenir. En août 1870, les armées françaises avancent sans véritable plan. Les généraux hésitent. Ils changent d'avis sans cesse. Ils se contredisent. Les soldats ne comprennent plus les ordres. Puis arrive Sedan, une petite ville près de la frontière belge. Là, l'armée française se retrouve encerclée, peu à peu, silencieusement, méthodiquement. Les Prussiens ferment le piège, l'artillerie bombarde sans relâche, les positions françaises s'effondrent, les renforts n'arrivent jamais. Les soldats sont épuisés, affamés, démoralisés. Napoléon III est sur place, mais il est malade, fatigué, désorienté, il n'a plus le contrôle, les généraux se disputent, personne ne prend de décision claire, le chaos règne. Le 1er septembre 1870, la situation devient désespérée. Des milliers d'hommes meurent, les munitions manquent, les lignes cèdent, et soudain, tout s'arrête. Napoléon III capitule. Pour la première fois depuis des siècles, un empereur français se rend à l'ennemi. La nouvelle choque le pays. La France est humiliée. Quelques semaines plus tard, Paris est assiégé, puis vaincu. L'Empire s'effondre, la République naît dans la douleur. L'Alsace-Lorraine est perdue. Tout cela à cause d'une illusion, l'illusion de la grandeur passée, l'illusion de la supériorité éternelle. Les dirigeants ont cru que la réputation pouvait remplacer la préparation, que le prestige pouvait remplacer la stratégie. Ils ont sous-estimé leur adversaire, ils ont surestimé eux-mêmes, et ils ont payé le prix. La guerre de 1870 nous laisse une leçon brutale. Dans l'histoire, ce ne sont pas toujours les plus fiers qui gagnent, mais les mieux préparés.